Sidéré aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Un point d'actu et des experts pour donner des réponses. C'est dans l'air, du lundi au vendredi à 17h45 et 22h15 sur France 5. Depuis toujours, l'apparence est déterminante dans nos relations sociales. Et si l'habit ne fait soi-disant pas le moine, aujourd'hui notre société contemporaine est aussi basée sur le casting. Dans tous les domaines, de la vie personnelle et professionnelle, chacun est à tout moment jaugé, jugé, comparé aux autres afin d'être retenu ou au contraire exclu du groupe. Alors, allons voir s'il est possible et comment d'assumer son apparence aujourd'hui en France. Jessica pèse 105 kilos et ne supporte pas ses rondeurs. Dans sa famille, tout le monde la pousse à maigrir, sans résultat. Alors parviendra-t-elle à s'assumer telle qu'elle est ? Michael vit en fauteuil, ce qui ne l'a jamais empêché de soigner son apparence ni même de séduire. Une assurance qui lui a valu d'être sélectionné pour participer à un défilé de mode. Réussira-t-il à surmonter son trac ? Alexandra est fière de son corps tatoué, pourtant elle le cache la plupart du temps, au travail mais aussi à l'école pour éviter les regards en coin. Elle rêve de faire évoluer les mentalités, mais est-ce vraiment possible ? Messieurs, dames. Bonjour. Je m'appelle Mirella, j'ai 43 ans et je suis coiffeuse. Je suis très soucieux de mon apparence. C'est vrai? Ouais. Pour quelle raison? Je sais pas, j'ai pas encore trouvé la réponse. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce salon de coiffure? On a une clientèle, je vais dire afro, plus afro, mais on a quand même une clientèle de passage qui est... de tout le monde? Qui est tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Et tu viens de Guadeloupe? Je viens de la Guadeloupe, oui. Est-ce que ton apparence a changé entre la Guadeloupe et ici? Ta coupe de cheveux, ta façon de te vêtir? Non, ça fait des années que je me coiffe comme ça. Des années que tu défrises tes cheveux? Ah, je les défrise pas, hein. Ah bon? Ah non, non, non. C'est naturel? Ils sont naturels, je les lisse. Ouais, tu les lisses quand même. Je les lisse avec la chaleur. Ouais. D'accord, oui, pourquoi pas. Tu les laisses pas... Aussi. Tu les... Aussi. Afro? Ah, aussi, oui. Ouais. Oui. J'en vois plus, ça, des coupes afro aujourd'hui. Ah ben, il y en a. Il y en a. Il t'arrive, toi, d'avoir des clientes comme de faire ce qu'on appelait la boule, autrefois, la coupe afro? Je vais dire plus aux Antilles. Ici, non. Les gens ne sont pas encore prêts pour cela. Ils veulent les cheveux lisses, raides. Pourquoi? Je pense que certaines clientes ont besoin de ressembler à monsieur, madame... Tout le monde? Monsieur, madame... Pas monsieur, madame, tout le monde, je pense. Ouais, les blancs, appelons un blanc, un blanc. Est-ce que toi, tu considères que ces défrisages, ces lissages, ça change l'apparence? Oui, ça améliore. Ouais. Dans le sens où... Mais on perd un peu de sa négritude, comme disait Aimé Césaire quand on fait ça, non? Ça, c'est clair. Il y en a qui dénaturent vraiment, parce qu'ils n'aiment pas, ils ne s'acceptent pas. On avait une grosse clientèle, elles avaient peur de leurs cheveux. Ah, carrément? Ouais. Des noirs qui ont peur des cheveux de noirs? Ouais, elles me disent, ouais, oui, il faut cacher ça, il faut mettre un tissage, il faut. Et donc, je pense que c'est une éducation, je crois. On doit s'aimer tel qu'on est. Et puis on peut vouloir améliorer, bien sûr, en se défrisant, en faisant des couleurs, oui. Ouais. Mais je ne suis pas pour qu'on dénature vraiment. Parce que c'est mieux vu d'avoir des cheveux lissés, des cheveux défrisés, que d'avoir des cheveux crépus, à ton avis? Je pense que oui, quelque part. Pourquoi? Parce que j'ai eu des clientes qui m'ont dit, parce que les cheveux étaient très crépus, on leur a dit dans leur poste, que vous faites quoi avec ça? Demain, vous venez pas avec. C'est inadmissible. On fait quoi? On gomme ses origines? Mais à la limite, oui. C'est dommage. Ouais. Mais on peut pas de toutes les manières, parce que bon,
On reste noir. On est noir, on restera noir. Même si on essaie de se décaper, on restera quand même noir. Et moi, j'en suis fière. Donc finalement, toutes ces histoires d'apparence, de lissage, de défrisage, de dégradé, c'est pour être mieux accepté? Quelque part, oui. On ne peut pas le nier. On ne peut pas faire semblant et dire que non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc c'est une vraie pression sociale? Je crois que oui. Je me suis toujours posé la question parce que quand je voyais ma sœur qui criait avec des produits sur sa tête pour défriser ses cheveux, je me disais qu'est-ce qui peut l'amener à accepter de souffrir autant? Je comprenais pas sa démarche. Tu vas pouvoir m'éclairer. Être mieux accepté par les autres, c'est aussi mieux s'accepter? Si je m'accepte, les autres vont m'accepter parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est ça la différence. Ouais. Toi, tu changes leurs cheveux, donc quelque part, tu cautionnes ça. Je participe, mais je ne suis pas responsable. Moi, je travaille. Je donne des conseils. J'ai eu l'occasion de couper les cheveux d'un jeune. Il avait beaucoup de cheveux sous la tête. Et pendant que je lui coupais les cheveux, il n'a pas arrêté de pleurer. Parce que il aimait trop ses cheveux, il voulait les laisser pousser. Il faisait ça à contre-cœur. Il l'a fait à contre-cœur. Il avait un poste à la banque. Et donc, on lui a dit qu'il faut qu'il enlève ça sous sa tête. Et donc, il a vraiment... C'est un jeune de, je dirais quel âge, 25 peut-être. Mais il a pleuré. Quand je dis pleurer, avec les larmes qui coulaient comme ça, sans arrêt. Mais il m'a dit après, je le fais, je l'accepte. Mais sache quelque chose, une fois que je serai embauché, ils seront encore plus longs. Il faut pas que je te trouble trop, parce que t'as ma tête entre tes mains. Jusqu'à présent, ta tête, elle n'est pas coupée. Non, j'ai vu. Bon boulot. Hein. Je t'ai pas encore... Bon boulot. Tant mieux. Si on était si fiers de notre fameuse négritude dont a parlé Aimé Césaire... Ne me cherche pas d'histoire avec Aimé Césaire. Il est déjà mort. Ouais. S'il te plaît. Il va pas remourir une deuxième fois, de toute façon. Sais pas. Mais non, quand il parle de cette fameuse quête de négritude, s'assumer tel que nous sommes... Oui, mais il parlait pas seulement, Pas seulement. De l'apparence. Non, il parlait aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à fait. Il faut éduquer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Est-ce que tu penses que chez nous autres, Noirs, l'apparence est plus importante que chez les Asiatiques ou chez les Blancs On m'a souvent dit, t'es noir, fais les choses bien. T'as intérêt de faire les T'as choses intérêt de faire les choses bien. Ouais. Parce que de toutes les manières, On te loupera pas. on te loupera pas. Tu seras vite remarqué. Ouais, soigne ton apparence en 2 mots. Soigne ton apparence, soigne ton langage, soigne ta façon d'être, apprends plus à l'école. En fait, tu dois tout faire bien. Tout faire plus. Plus, Mieux que les autres. si tu peux. Je finis. Tu m'achèves. J'essaie. Si dans ce salon on évoque la couleur de la peau et l'aspect des cheveux, en matière d'apparence il y a aussi la ligne. Et quand il s'agit de surpoids, face aux diktats de la mode, il est question d'un véritable combat pour changer les mentalités. Jess, Ouais. dis voir un peu. Qu'est-ce que tu fais encore? Est-ce que tu as pensé à monter sur la balance? À monter sur la balance? Oui. Te peser. Justement, Il y a longtemps ouais. que tu n'es pas monté sur ta balance. Je sais pas. Il faut que tu te Mamie, surveilles. C'est toujours la même chose. Eh ben, je Pourquoi sais. tu me cours après avec ta balance? Eh bien, parce que je veux savoir. Et tu veux savoir quoi? De toute façon, je vais aller me peser, mais tu vas pas le savoir comme Comme d'habitude, hein, Eh comme ben oui. d'habitude. Bon. Et alors, tu veux que j'aille me peser? Oui. Eh ben, je vais aller me peser Voilà. si tu veux, mais bon, Mais- tu sauras rien. Hein. Pour toi. D'accord. Hein, d'accord. Je vais y aller. Bon, allez. Et en vitesse, hein. Je m'appelle Jessica, j'ai 24 ans, j'habite à Nice et je suis aide médico-psychologique. Comme d'habitude, hein, je fais 105 kilos, j'ai pas grossi, pas maigri. Quand je vois mon poids, bah, ça me fait bizarre parce qu'aujourd'hui c'est le poids maximum que j'ai atteint. Ma grand-mère m'incite à surveiller mon poids et j'ai pas envie qu'elle sache le poids que je pèse. Et puis voilà, quand j'étais plus jeune, je suis partie d'un poids et aujourd'hui j'en suis arrivée à là et je sais que ça lui fait de la peine.
Alors j'ai commencé à grossir donc à l'adolescence, 13-14 ans. Il y a eu le départ de mon papa qui est parti vivre dans le Nord, qui je pense a été un peu l'élément déclencheur pour moi. J'ai compensé justement en mangeant. C'était du réconfort, pas que j'oubliais ce qu'il y avait à côté, mais du coup j'étais dans mon paquet de gâteaux, devant ma télévision. Comme Jessica, la plupart des personnes en surpoids ont grossi pour des raisons psychologiques. Problèmes familiaux, difficultés scolaires ou relationnelles, des facteurs qui favorisent les troubles du comportement alimentaire. Ma prise de poids a été progressive, donc j'ai grossi, j'ai entamé des régimes, puis j'ai regrossi et aujourd'hui j'en suis à mon poids maximum. Salade de tomate. Est-ce que tu as mis la sauce? Fait avec passion, avec amour. Voilà, là c'est la diète d'office. Je pense que ça a dérangé ma famille, le fait que je sois ronde, parce que quand je vois que ça soit mon père et ma mère qui étaient danseurs, ils ont toujours eu une restriction de poids, donc eux comprennent pas aujourd'hui que moi j'ai pu me laisser aller et grossir autant. Bon, Jess, avec un peu de régime après. Parce que je suis grosse. Non, moi tu es ma fille, je te trouve très belle. Mes parents ont toujours été derrière moi. Quand on mangeait à table, c'était la dispute, le conflit. Je finissais le repas et je finissais dans ma chambre parce que ça me gonflait. Et moi qui étais danseuse classique, qui avait un poids très léger, j'étais à 45 kilos, et de voir ma fille qui elle était l'opposé et qui ne faisait rien, je l'ai très mal vécu. Surtout que nous, les danseuses, c'est le miroir, donc la balance, à se surveiller en permanence, et qui elle s'en foutait complètement. C'est pas pour t'embêter, hein, chérie. C'est surtout aussi même quand elle va s'habiller, quand tu vas dans les boutiques. Ah bah oui, non mais ça après, je sais, mamie, je sais tout ça, je sais oui, les ça problèmes me de plaît, vêtements. mais il n'y a pas je sa sais. taille. Alors bon, allez, on repart, comment es-tu venue? Le regard déjà, on n'est pas toujours très gentil. Quand on passe dans la rue, il regarde le visage, il regarde les fesses après. Alors, t'en penses quoi, Manon? Avec ta soeur, on peut aussi... Tu me dis quoi Tu t'emmènes un peu les kilos? Elle en a fait des régimes, faire 10 kilos et puis... Mais moi, le beau régime ne me convient pas. Non, C'est réapprendre à manger. Maman. oui, je veux bien, mais réapprendre à manger, mais peut-être au repas, on réapprend à manger. Après, à 4 heures, elle s'achète des gâteaux, des chocolats. Peut-être qu'un jour tu vas te lever, tu vas dire ils me gonflent tous, et je vais leur montrer et je vais perdre. Je vais me mettre à la Non, parce que je maigrirai pas pour vous, je maigrirai pour moi. Ah oui, je vais merci. pas me dire. je suis contente de l'entendre, Jess, c'est pour toi, oui. Ouais, bah, on verra quand il faudra que je maigrisse. Quand je me regarde dans le miroir, je vois mes défauts. Ce qui me dérange le plus, ça va être mes hanches, mes cuisses que je trouve trop grosses et trop prononcées par rapport au reste de mon corps. Ça me gêne et j'essaye de m'habiller en conséquence à ce que ça se voie moins. Manon est la petite sœur de Jessica. Et contrairement au reste de la famille, elle l'a toujours poussée à s'accepter telle qu'elle est. Quand je vois une fille comme ça, moi j'aimerais pouvoir m'habiller comme ça, tu vois. Tu vois, genre ce jean, moi j'aimerais bien porter la même chose, mais après voilà, c'est toujours pareil. Comment tu veux que je porte un jean avec un petit top comme ça le rendu n'est pas pareil. Elle est grande, elle est lancée. C'est sûr que moi, avec mes kilos en trop, moi je vais mettre un jean en taille 50, c'est pas le même qu'en taille 36. Moi, ça me fait de la peine de voir que ma sœur soit complexée de pas faire un 36 parce que je la trouve très belle et je veux pas qu'elle se complexe pour ça. Après, si tu te fais au fil des magazines, c'est sûr, hein, elles sont toutes trop belles, c'est des mannequins, elles sont super bien maquillées, elles sont mises en valeur. Pour toi, c'est facile, tu fais une taille 36. Et ça, c'est pas ma faute. Et si demain on te dit tu fais 40 kilos de plus, tu fais quoi? Là, j'aurais du mal à m'assumer, moi, c'est sûr. Et pourquoi t'aurais du mal à t'assumer? Parce que dès que je prends un kilo, je suis mal dans ma peau, moi, donc... T'imagines, moi, ce que je vis, moi, c'est pas 1 kilo, hein, le plus que j'ai pris que toi. J'essaye d'évoluer de jour en jour, de me mettre en valeur un maximum, mais surtout d'être féminine avant tout. Pour se valoriser et tenter de faire accepter ses rondeurs à ses proches, il y a 6 mois, Jessica s'est inscrite à un concours de beauté destiné aux rondes. Tu te vas trop bien. Non. Ah Voilà. Tu es quand même la plus belle. Non, tu es super, la Jess. Quand on s'est retrouvés à la première réunion du comité,
Donc on s'est retrouvées toutes les filles inscrites. Je voyais toutes les filles qui se parlaient entre elles. Moi, j'avais pas spécialement envie de leur parler parce que bon, ça allait être quoi? Ouais, t'as vu, je suis grosse, etc. J'avais pas du tout envie d'en parler, plus envie de me cacher. Au fur et à mesure, le fait d'être avec ces filles, ça m'a donné de plus en plus confiance en moi. En discutant avec elles, tout simplement, je me suis rendu compte que, voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on est ronde qu'on peut pas être belle, sexy, élégante. Cette robe, ils auraient pu te la donner. Voilà, ça c'est la plus belle, c'est ma fille. Qu'est-ce qu'elle est belle là. C'était super. Et pourtant, cette robe, au début, je la voulais. Mais maman, t'entends qui criait, c'est nous. Moi j'ai pleuré quand t'étais arrivée en robe de mariée. Et alors le jour où elle va se marier pour de bon, tu fais quoi? Je pleure. Et tu repleures. Et à la fin, je me suis vraiment pris au jeu de la compétition et j'ai tout donné ce jour-là. Voilà. Avec ton écharpe. Si t'as à refaire, je leur ferai une main, quoi. Ah, puis je te reconnaissais plus, hein. Tu t'assumais totalement. T'imagines, je montais sur scène. T'imagines, tu m'aurais vu il y a 6 mois en arrière monter sur scène? Non, pas du tout. Non, pas du tout, non. J'ai vu une Jessica que je ne connaissais pas. Elle a pris de l'assurance, elle est différente. Et puis je la sens plus femme. Je sens que ça lui a apporté quelque chose. Je suis fière, je suis contente de ça et de voir ma fille comme elle est aujourd'hui. Cette élection m'a donné envie d'aller plus loin. J'apprends à accepter mon image. Je me bloque plus par rapport au regard des gens. Je vais plus me dire, tiens, celui-là, il pense ça, ça me passe au-dessus. J'ai envie de dire à toutes ces filles qui s'assument pas, qui ont pu être dans mon cas, vous avez votre place comme toute autre personne. Avec l'explosion des salles de sport, dans les années 80, les Français ont redécouvert leur corps. Et avec un véritable désir d'offrir aux autres une image de soi plus valorisante et apparemment plus séduisante. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 46 ans et je suis instructeur sportif. Bonjour, Juan. Bonjour. Pascal. Oui, je suis le maître des lieux. Monsieur Mathurin. Absolument. Maître des lieux. Ouais. Ambassadeur du muscle. On va dire ça comme ça, oui. On m'avait pas menti, on m'a dit que tu le reconnaîtras entre 1000 quand il arrive. Alors, est-ce que pour toi, ça a une importance, l'apparence? On va dire, dans ma situation, oui, c'est une certaine importance parce que je suis quand même coach sportif et je me dois d'être crédible, donc il faut que j'ai un corps irréprochable. C'est ton outil de travail? Absolument. Faut que les gens, quelque part, aient envie de te ressembler. Voilà, tout à fait. Il y a cette espèce d'effet miroir. Voilà, c'est ça. Donc, comment toi, t'as pris goût à ça? Surtout, c'était pour arrêter de fumer, déjà. Ça, c'était vraiment l'objectif principal. Après, mais ça n'a rien à voir avec le muscle. Ah non, ça n'a absolument rien à voir avec le muscle. J'aurais pu très bien faire autre chose. Ouais. Et après, bien sûr, quand j'ai commencé à pousser un peu fort de ce qu'on dit la fonte, les haltères, j'ai vu mon corps se transformer. Donc, c'était rapide ou pas? Assez rapide. Hein. Dans les 3 premiers mois, quand même, j'ai vu une transformation qui était assez flagrante. Et je me suis un petit peu plu, c'est-à-dire j'ai vu qu'il y avait du changement dans le bon sens et ça m'a mis aussi une certaine confiance en moi. Parce que, bon, on me voit comme ça, c'est vrai, je suis assez souriant et tout, mais j'étais un peu assez timide. Et donc ça m'a permis, ça a été un petit peu le tremplin pour pouvoir justement avoir une certaine confiance en moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On commence à entretenir une autre relation avec les miroirs qui nous entourent, avec son image par exemple. Qu'est-ce qui change? C'est surtout le regard des autres. C'est-à-dire que les gens vous disent, tiens, il y a quelque chose de changé en toi. Donc, ah ouais, t'es bien, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Donc, c'est assez gratifiant. Est-ce que ton rapport à l'apparence a évolué au fur et à mesure que ton corps se transformait? Forcément, on voit son corps se transformer, donc on a envie d'avoir un corps parfait. Donc on va travailler tous les points sensibles. Hein, donc les détails. Les petits détails, voilà. J'avais un problème avec mes mollets, donc j'avais un complexe à ce niveau-là. Donc il fallait que j'avais ce souci de perfection, en fait, d'avoir un corps parfait, justement. Donc d'un plaisir, ça devient une vraie contrainte. Ça devient une vraie contrainte, oui. Tu te sens prisonnier, tu te sens dépendant de ton image, comment tu te sens? Ouais, je me sens un peu dépendant. Je me dois de représenter ce que je vends. Moi, je vends de la remise en forme, donc il faut que j'ai un corps irréprochable. Donc je suis encore beaucoup plus exigeant que je ne l'étais auparavant. C'est un piège quand même. C'est un piège. On va dire. Aujourd'hui, ton corps, c'est quand même ton fonds de commerce. C'est mon fonds. Voilà, tout à fait, tout à fait. On va aller faire un peu de commerce à la fonte. Okay. On va soulever un petit peu. Et de toute façon, moi, je n'ai plus la moindre ambition. je te suis. Ok.
Je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans, je suis directeur d'un restaurant et je suis un adepte du culturisme. Moi, je sais que je suis loin, mais toi, tu venais d'encore plus loin ou... Encore plus loin. Pour te donner une idée, je fais 85 kilos. À l'époque, je combattais en moins de 60 kilos. T'as pris 25 kilos? Ouais. Et tu faisais quoi comme sport? Boxe taille, boxe taille, boxe taille. Et puis toujours est-il qu'à force de temps en temps faire des parcours, des circuits training pour ce sport, je me suis de plus en plus intéressé à la muscu, voire au culturisme. C'est étonnant parce que tu avais un corps de sportif, malgré tout, de compétiteur. Donc Oui. d'où est venu ce besoin d'aller au-delà? C'était quoi, se dépasser? Alors, moi, j'appelle ça une sorte de déblocage psychologique ou maladie psychologique, parce qu'en fait, on se rend plus du tout compte de l'image qu'on donne. Moi, j'étais plutôt réticent à ça, à devenir les grosses bêtes et tout. Et puis, plus ça allait, plus mon image commençait à se déformer. À titre d'exemple, les magazines où on voit des gens qui sont complètement difformes, hypertrophiés, me paraissaient complètement au-delà du réel. C'était même pour moi presque dérangeant. Certaines personnes pourraient dire que tu es déjà dans l'excès. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ma famille, par exemple. Ta famille? Voilà. Mon père, pour lui, c'est... il aimait beaucoup quand j'étais boxeur. Ouais. Et maintenant, des fois, il est dérangé, quoi. Quand j'arrive en t-shirt, assez près du corps, Ouais. il me le dit pas pour être gentil, mais je sens que ça le gêne. Pour lui, c'est un mal-être, par exemple. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui, il se dit, le gamin, s'il fait tout ça, c'est pour se prouver des trucs à lui-même. Enfin, ce qu'on peut se dire sans vraiment se poser sur la question, sans justement demander à la personne pourquoi il aime ce... Et qu'est-ce que tu lui réponds, toi, quand... Et moi, je lui disais non, que justement, que j'aimais bien, effectivement, gagner des performances, monter en volume, me bâtir un physique. Tes amis? Alors mes amis... Ils ont perçu cette transformation. Par exemple, j'ai des amis en vacances. Quand je retourne les voir dans le sud chaque année, ils me trouvent un peu plus... alors j'ai droit aux petits commentaires sur la plage, la musique de Terminator quand je sors de l'eau, les trucs, mais c'est bon esprit, quoi. Mais c'est étonnant parce que j'ai l'impression que tu avais quand même pratiquement tout le monde contre toi, enfin en tout cas contre cette démarche, contre la démarche qui était la tienne, c'est celle de se muscler. Ouais. Et malgré tout, Ouais. tu t'es engouffré, t'as foncé... Ouais, j'étais tête assez baissée dans opiniâtre, cette étude dans ce domaine. dans la musculation. C'était un enjeu pour toi ou pas? Oui, c'était un enjeu, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu, en fait, sans m'en rendre compte, quoi. C'est ça le pire, c'est que j'ai du mal à faire mon auto-analyse parce que c'est vraiment venu petit à petit. Toi, ce que tu recherches, c'est l'apparence. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre perception de votre corps ou le regard qu'on Je pense porte que sur c'est votre corps? la perception de mon corps, quand même. Avant de le faire pour le regard extérieur, je fais quand même pour moi. Est-ce que vous ressentez différents types de regards posés sur vous? Oui. En ce qui me concerne, oui, il y a les regards un petit peu d'admiration, et puis admiratifs, et puis des regards un peu plus, on va dire, envieux, ou alors méprisants. On va dire, tiens, celui-là, il a un corps comme ça, il se la raconte. Comment on réagit, Pierre, quand on a ce type de regard posé sur soi? Ce regard moqueur, ce regard méprisant? Après, tout est une question d'adaptation et d'habitude. On se remet en question on fait ou pas? plus attention. C'est arrivé? Par exemple, déjà, moi avant, à l'époque, j'aimais bien me balader en débardeur. Même l'hiver? C'est quelque chose... Non, peut-être que... L'hiver à Bangkok, oui. Non, parce que moi, j'en connais qui font ça une fois qu'ils ont pris ils 1 centimètre de biceps. J'espère qu'ils- Sous la neige, ils se promènent en t-shirt. Ouais, ça, non, j'en étais pas rendu à ça. Mais j'aimais bien me balader, parce que j'ai un corps qui passait bien, puis j'aimais bien être en débardeur et tout. Et maintenant, c'est quelque chose que je ne vais plus faire au cœur de Paris en plein été. Parce que c'est vraiment... Là, on attire vraiment les yeux. Et d'ailleurs, je regarde mes amis qui sont dans une autre matrice, qui sont vraiment énormes. Plus ça va, plus ça devient en XXL, moins ils aiment être vus. Donc après, c'est un peu le chemin l'effet inverse. Mais c'est étonnant parce que... Par rapport au regard des autres. De cette admiration qu'on pourrait te porter, toi, tu en fais une sorte de complexe. Non, c'est-à-dire que quand les nanas te portent un regard... je sais plus, la dernière fois, je sortais, une fille fait « waouh » et tout machin, bon, ça fait plaisir quand même. Ouais. Mais quand c'est l'accumulation, en fait, un regard, 2 regards, 3 regards, 4 regards, par exemple, si tu vas te balader avec ta nana, peut-être qu'elle va en avoir marre aussi. Il y a aussi le regard qu'on porte sur toi par rapport à ceux que tu aimes. T'as l'impression d'avoir été trop loin à ce moment-là? Quand mon oncle m'appelle la Tortue Ninja, il me dit on peut même pas te faire de hug et tout, oui, je me dis peut-être que j'ai été trop loin. Mais pour moi, non. Non, j'ai vraiment pas ce sentiment. Pour moi, déjà, tu as franchi un cap. Comment tu te préserves de cet excès? Je suis aussi humain, au bout d'un moment, ça me saoule, quoi. Au bout d'un moment, les protéines, ça me saoule d'en boire tous les machins.
Ça me saoule de dépenser de l'argent là-dedans. Et puis je vais me calmer, voilà, l'été, je vais partir en vacances, je vais lâcher l'affaire. Il y en a qui partent en vacances avec limite des haltères dans leur sac et qui vont à côté d'une salle de sport. Je crois que c'était dans un film d'Audiard. Quand un mec de 90 kilos parle, on a tendance à plus l'écouter qu'un mec de 60, quoi. Ah, ça m'a servi plus d'une fois. Ouais. Ça m'a servi plus d'une fois. Ouais. Dans Pour quel genre calmer de des situation? litiges. Je vais juste lui demander quelque chose, de se calmer poliment, gentiment. Le gars va tout de suite rétorquer. Ah ouais, mais attends, avec ses muscles, c'est à toi, je sais bon, mais en attendant, le gars sera parti. Ouais. En attendant, le gars va. Ouais. On voit qu'il y a tout de suite une différence. On se sent fier. Oui, surtout quand on sait que il y a quand même des heures qu'on passe. On passe des heures. Hein. Ça, on sait que c'est comme une forme de modelage. C'est une construction, c'est comme une sculpture. Donc ça vient petit à petit, on voit l'évolution. Donc effectivement, oui, il y a une certaine fierté. Heureusement d'ailleurs. C'est ce qui nous pousse à continuer d'ailleurs. Pour des gens comme vous qui mettez le corps quand même au centre, au milieu de votre existence, le handicap, comment vous percevez ça? Quand ma copine dira t'es beau et fort, bah, est-ce que tu me diras la même chose quand je serai sur un wheelchair ou autre chose? Fauteuil roulant. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Ouais. Et en termes d'apparence, malheureusement, les handicapés doivent assumer le regard des autres, supporter le regard des autres. Et dans certaines situations, ils arrivent à nous donner des vraies leçons de vie. Je m'appelle Michael, j'ai 32 ans, j'habite Toulouse et je suis coach de vie. Je suis né avec un handicap qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale suite à une prématurité. Mon handicap est localisé au niveau des jambes, donc par conséquent je me déplace en fauteuil roulant manuel. J'ai dans ma personnalité un aspect assez coquet. J'ai toujours pris soin de moi. Quand on regarde ma salle de bain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cosmétiques, de parfums, de soins pour les cheveux, et ça fait partie de mon quotidien. Comme j'ai pas un patrimoine génétique très aidant, dans la famille, en effet, la plupart des hommes perdent les cheveux. Et moi, j'ai vraiment envie d'éradiquer ça, donc je mets beaucoup de moyens pour ça. L'essentiel, c'est les parfums. Celui-là, j'aime beaucoup, très fin. Il est super, très apprécié de mesdames, donc faut continuer. Alors ça, c'est le dressing avec ma petite fierté, mes costards. Quand je vais au resto, tout ça, j'aime bien faire péter le costard, c'est l'occasion. Je suis coach de vie depuis 2009. J'ai choisi ce travail parce que y avait toujours cette notion de pouvoir aider les autres, mais aussi cette idée de pouvoir se dépasser. Michael, suite à notre première rencontre, je reviens vers vous afin qu'on puisse faire un travail plus approfondi sur la gestion d'image et la prise de parole en public. Ça, par exemple, c'est des demandes que je reçois souvent. Chère Caroline, a priori, les gens vont pas forcément penser qu'une personne handicapée, elle va pouvoir coacher les autres et les aider à mieux s'assumer, à assumer leur apparence. C'est pour moi un bon moyen de renverser et de casser les représentations. Si moi je suis capable de m'assumer avec un handicap visible, j'ai la conviction que tout le monde peut s'assumer et du coup qu'on peut faire évoluer les choses dans le bon sens. Une personne handicapée a 2 fois plus de risques de se retrouver isolée qu'une personne valide. Mais grâce à sa forte personnalité, Michael a toujours réussi à aller vers les autres et à se faire des amis. T'es pas trop stressé? Non, ça va. Ouais, je te présente Anthony. Enchanté, enfin je mets un visage sur un nom. Et toi, t'as quelqu'un à me présenter bientôt? T'en es où? Écoute, c'est toujours un petit peu compliqué. Compliqué pourquoi? Par-ci, par-là, Des mais amoureux? j'ai pas la sensation d'avoir trouvé la bonne, quoi. Donc voilà, c'est tout. Je sais pas toi si ça te le fait, mais je veux dire, t'as plusieurs cas de figure. Hein. T'as les personnes qui vont être vraiment bloquées par rapport au fauteuil. Ça fait le tri sélectif, quoi. Et il y en a effectivement comme Anthony qui ne sont pas du tout dérangés par le fauteuil. Et... Moi, ça ne me dérange pas, puisque après, je peux comprendre aussi que ça en dérange certains, mais moi, ça m'a posé aucun problème. C'est la personne avant tout, et puis après, voilà. Je pense que c'est un petit peu différent parce que les nanas, en fait, il faut qu'aussi elles puissent se projeter.
vais peut-être être le père de leurs enfants, pouvoir aussi rassurer, même si ça fait un peu cliché, cette idée de je vais pouvoir peut-être les protéger et tout ça. Donc peut-être des fois, elles ont du mal à se projeter là-dessus. Elles sont sur l'image de l'homme viril, peut-être. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais tu te sens homme pour autant. Ah oui, ça, 100%. Et en plus, franchement, sans me vanter, je me trouve pas trop mal. Donc, Ça, je sais, t'arrêtes pas de le dire. Donc, moi, j'ai opté pour d'autres stratagèmes de séduction. Tu séduis comment? Savoir bien parler. Ton image. Voilà, gestion de l'image. Le mec qui est à l'écoute, attentif. Non mais tu dragues toi alors? Ouais, je suis pas d'une nature timide, donc déjà, c'est vachement aidant. T'en loupes pas une, quoi. Ça, tu le sais. C'est un mec. Ouais, c'est un mec, quoi. C'est ça. Hein. Pour l'instant, j'ai pas la sensation d'avoir trouvé la bonne, mais comme tout le monde, j'ai mes exigences. Et c'est certainement pas parce que je suis handicapé que je vais revoir mes exigences à la baisse. Et je ne désemplis pas de trouver la bonne personne et elle va arriver bientôt. Michael part pour Bordeaux. Ce soir, il doit participer à un défilé de mode organisé au profit des personnes handicapées. Je vais défiler sur un podium, je vais attirer l'œil, je vais me sentir bien. Ça va aussi flatter mon ego, quelque part. T'es prêt? Oui, écoute. Michael retrouve son amie Florence, qui est à l'origine du projet. Le défilé aura lieu au bord de la piscine municipale. Il n'a plus qu'une heure pour se préparer. Michael. Enchantée. C'est pour le maquillage, c'est ça? Oui. C'était important pour moi d'appeler Michael parce que je pensais que c'était vraiment la personne qui pouvait donner sens à ce défilé. Je savais qu'il allait prendre son pied quand même à défiler. Ça veut dire se faire chouchouter avant, ça veut dire passer chez l'esthéticienne, ça veut dire défiler avec des belles nanas. Donc j'ai pensé à lui et quand je lui ai dit voilà Michael, je cherche un mannequin, il a répondu tout de suite quoi. Et le gloss, on peut mettre un peu de gloss sur les lèvres? Je vous ai dit, je vous laisse faire. Tant que ça m'embellit, je laisse faire. Parfait. On va pouvoir enfin montrer que nous aussi on est des... On est des mecs. On est là, on est des beaux gosses. Voilà. Et qu'on peut séduire les filles. Ouais, ça va. Hey. Ah ouais, ça fait un peu Keanu Reeves et tout. Allez, on y va. Parce qu'ils nous attendent quoi. C'est parti. En associant des mannequins handicapés, une Miss Ronde et quelques amateurs, le défilé n'a qu'un objectif, permettre à tous d'assumer ses différences. Aujourd'hui, à travers mes choix de vie, mes expériences, j'ai acquis une capacité de confiance, une force mentale qui me permet d'aller de l'avant. Et le pari que je me donne, c'est vraiment de faire oublier mon fauteuil à la personne. Qu'elle dise, voilà, ce mec, il est cool. Ou il est charmant, ou il est beau. Qu'on soit gros, petit, riche, pauvre, on peut aller au bout de soi et être bien dans sa peau. Regardez-moi. Au cours des 50 dernières années, hors de toute considération de classe sociale, pour de jeunes adultes, s'est développée la volonté d'appartenir à un groupe, à une tribu. Cette appartenance se manifeste principalement par des codes d'apparence très spécifiques, reconnaissables et assumés. Bonjour, je m'appelle Joris, j'ai 27 ans et je suis directeur artistique d'une boîte de nuit et DJ Electrogut. Je m'appelle Charline, j'ai 23 ans, je travaille dans la production audiovisuelle et je suis photographe. Moi, je vais commencer par un constat très simple, c'est qu'apparemment, on n'est pas pareil. En effet. Alors déjà, comment vous définissez? Gothique, plutôt de la frange électro-cyber. D'accord, donc toi, tu es dans une autre galaxie, dans l'espace. On va dire ça, dans le futur. D'accord. Charline? Eh bien moi je suis plus dans le passé.
Moi, je suis ce qu'on appelle de la mouvance steampunk. Une vieille goth, quoi. Pas exactement. Non, le point commun qu'on a avec les gothiques, c'est que le steampunk prend ses bases au 19e siècle. Parce que le steampunk, c'est du rétro-futur. C'est-à-dire du futur comme on l'aurait imaginé au 19e. Jules Verne. Exactement, j'allais vous le dire. Moi, je connais la pieuvre, je connais les sous-marins, mais qu'est-ce que les punks viennent faire? Alors, steampunk, ça veut dire punk à vapeur. Le mot steampunk est apparu dans les années 80, à partir d'un livre qui a été créé par un auteur un petit peu loufoque, avec Jules Verne, qui allait sauver Victor Hugo sur la Lune, parce qu'il s'était fait enlever par des aliens. Donc, quelque chose de complètement dingo. Le steampunk, c'est très, très, très large. Comment on en arrive à devenir steampunk et goth cyber? Moi, dans mon collège, j'étais la petite grosse moche qui s'habillait comme personne. Je m'habillais pas forcément en noir, mais je récupérais des fringues dans l'armoire de ma grand-mère. Donc, je récupérais des vêtements qui appartenaient à ma tante dans les années 70. Je m'habillais différemment et justement, je cherchais un petit peu une identité, comme toute personne d'ailleurs qui est dans ces milieux-là. Donc, c'était quand même en réaction contre quelque chose? Oui, bien sûr. C'était déjà une réaction contre les gens de mon âge. Je vais être tout à fait honnête, je détestais les gens de mon âge. Et puis bon, c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y a. La mode qu'il y avait quand j'étais au collège et qu'on a toujours aujourd'hui, ça se conforme pas à tous les physiques. Moi, depuis toute petite, moi qui ai grandi avec les tableaux impressionnistes, je me disais toujours, je me regardais toute nue dans la glace et je me disais, ah, j'aurais été un canon à l'époque. Mais pas aujourd'hui. Donc toi, t'es dans le 2.0. Ouais, moi je viens du rap. Et donc j'étais petite racaille, entre guillemets, toujours dans les mauvais coups et tout. Et je suis tombé dans le goth, enfin dans le métal en fait, au début, par un problème de téléchargement en fait. J'ai cherché un morceau et ça n'a pas téléchargé le bon et j'ai écouté. Et, c'était une sorte de flash. Au fur et à mesure du téléchargement, je tombe dans la musique goth. Ouais. Donc c'est quelque chose de très léché, très recherché et quelque chose de sombre en fait, des atmosphères très froides, mais ça reste beau. Et en fait, de ce moment-là, c'est devenu ma motivation. Moi, c'est trouver tout ce qui est beau dans le sombre. On n'est pas obligé pour autant d'adhérer à un esthétisme, à une tenue, changer son apparence, quoi. Changer son apparence, non, mais se contenter du jean basket, chemise de Monsieur Tout-le-Monde, quand on est dans une recherche de quelque chose de spirituel permanente, il n'y a pas de démarche sur soi-même, c'est pas facile de faire une démarche sur le reste. C'est pas seulement une enveloppe, c'est pas seulement l'apparence. Non, c'est pas juste un look. Ça, c'est un look, ça peut être un autre look demain. C'est toujours une recherche de chercher le beau dans ce que les gens ou la majorité va trouver laid. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se sente l'obligation de modifier son apparence, pour autant? L'habillement va avec. Mais pourquoi on ne peut pas dissocier le fait d'apprécier quelque chose de l'apparence qu'on se donne? D'apprécier une musique ou une littérature? On peut totalement. On peut évidemment. Est-ce que moi je peux être steampunk demain? Est-ce que demain je peux aller avec toi dans une soirée steampunk? Ta veste, elle est déjà dans l'esprit. Hein. Ma veste? Ouais. Oh, c'est gentil. Il y a une part de schizophrénie dans ce genre de choses, parce que on peut pas s'empêcher de se créer un personnage, et forcément ce personnage, il faut l'habiller. C'est ça qui motive l'adhésion à une... Il y a une part de ça, je pense. À une tribu comme les steampunk? Oui, bien sûr, je pense qu'on est tous un petit peu schizophrènes. Je pense. J'assume. Moi, personnellement... Tu t'habilles comme ça tous les jours? Inspirée, mais pas totalement. Je suis dans la vie active, ça va pas m'empêcher de porter un corset. Ouais. Maintenant, je vais pas prendre mon chapeau de forme avec toutes les plumes. T'es prête à faire des concessions? Bien entendu, parce que je pense qu'à partir du moment où on s'isole totalement de la société, moi j'appelle ça du suicide social. Après, il y en a qui s'appelaient. Moi, personnellement, mon but, c'est pas de m'isoler de la société. Donc, je m'adapte, parce que je sais que dans la vie professionnelle, il faut s'adapter, c'est sur quoi c'est tout à fait normal. Maintenant, je garde mes influences. Ça va pas m'empêcher de porter une petite montre à gousset, mes gants, des chemises avec les manches un petit peu bouffantes. Est-ce que par exemple ça t'a porté préjudice? Il y a beaucoup de gens qui nous prennent pour des gens de mouvance d'extrême droite, par exemple. J'entends tout sur vous, moi. Ce qui est parfaitement faux. On nous prend pour des gens hautains. Parce que on satanique. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on avait dans ce que j'appelais la chasse aux sorcières, c'est-à-dire dans le début des années 2000. Il y avait toute une recherche, les gothiques. Alors attention, si votre enfant écoute Marilyn Manson, il va se suicider et puis il va faire des rites sataniques. Personnellement, j'ai très très mal vécu cette période. Ma mère me laissait pas sortir de chez moi si j'étais trop habillée en noir à son goût, par exemple. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te scannait avant de sortir et regarder si t'étais pas trop bizarre, justement? Dans les repas de famille, fallait faire très attention. Tu faisais attention, toi? Ou moi, je faisais attention. Non, parce que moi, je suis pas une vraie rebelle dans le sens où je voyais pas l'intérêt de foutre la merde dans ma famille juste pour mettre un vêtement particulier ou faire un piercing ou faire un tatouage. J'estime que c'est des choses, je pouvais attendre un peu avant de le faire. Je trouve qu'une famille, c'est trop important pour la gâcher pour ce genre de futilité. Est-ce que ces décisions d'adhérer à des courants
d'avoir cette autre apparence vous a coupé, vous a éloigné de vos cercles d'amis respectifs, de membres de votre famille? C'est compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi, mon look dans la vie de tous les jours, je peux le garder. Je suis directeur artistique d'une boîte de nuit, donc je fais un peu ce que je veux. Je n'ai pas les mêmes problèmes que toi. Par contre, mes parents n'acceptent pas l'univers dans lequel j'évolue. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Ils sont morbides, ils ont l'air tristes. Mais ils connaissent? Rien de bon. Non. Il y a beaucoup de fermetures comme ça, malheureusement. Trop. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, heureusement. Sinon, on s'ennuierait. Et tout le monde ne peut pas être comme nous. Heureusement, sinon, on s'ennuierait aussi dans l'absolu. Est-ce que vous sentez mieux maintenant? Moi, je me suis trouvé dans la musique et dans les gens qui m'entourent, maintenant. Donc, ouais. Et toi, Charlie? Est-ce que tu pourrais changer d'apparence? Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que demain, tu mets une paire de baskets, un 501 et puis un t-shirt blanc? Aïe, non, je pourrais pas. Mais t'as toujours le t-shirt blanc avec la tête de mort qui va bien. Non, mais non, le blanc, je peux pas. Non, le blanc. J'ai un problème avec le blanc. Si nos amis gothiques assument ouvertement leur apparence, dans le cas du tatouage, certains sont encore victimes de préjugés et doivent composer avec leur univers professionnel. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Donc je venais pour faire un essai, discuter avec toi sur le futur projet de tatouage. Donc on va voir ça. Ouais, au niveau du lettrage sur le thorax. D'accord. Voilà. Je m'appelle Alexandra, j'ai 32 ans, je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale. Je me fais tatouer depuis l'âge de 17 ans parce que je trouve tout simplement mon corps plus joli comme ça. On va le faire un peu comme ça. Ouais. Je pense que je vais encore un peu l'étoffer et je pense qu'on est bon. On va faire des tests. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à accepter mon corps et c'est le tatouage qui m'y a aidé en quelque sorte. Ce qui me plaisait, c'était le côté artistique, l'art sur la peau. Et je pense qu'il y avait aussi un côté transgressif. Je sais qu'avant, c'était associé au bagnard et à la prostituée. Maintenant, c'est vraiment une personne, oui, marginale, antisociale. On vit dans une société d'apparence, de toute façon. De plus en plus. Même si c'est un peu plus courant et entre guillemets plus accepté, ça marginalise quand même. Il y a des situations où finalement, ça me va très bien de pouvoir juste baisser les manches, voilà. Et aller chez son banquier pour demander qu'il t'accorde un prêt pour acheter un appart. Mais c'est beaucoup plus simple d'y aller avec une manche longue qu'avec une écharpe tatouée, quoi. Mais ouais, non, j'aimerais bien. Ça te plaît comme ça? Ouais. Bon. Bah, cool. Mais tu vois, là, par exemple, si j'ai un chemisier, oui, je serais obligée de le fermer. Il faudra peut-être le poser un peu plus bas. Ouais, un peu plus bas. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. À bientôt. Salut, Alex. Salut. Aujourd'hui, un Français sur 10 déclare s'être fait tatouer, et majoritairement pendant ses études. Si la pratique s'est démocratisée, les préjugés sont tenaces, surtout quand on entre dans sa vie d'adulte. Bonsoir. Bonsoir. Je viens chercher Amy. Je me suis rendu compte quand même que la perception en tant que parent et tatoué était un peu difficile. Il y a des regards ou des façons de faire que je trouve parfois indécentes. Je me suis sentie jugée en tant que mère, en fait. Et un derrière. Et un derrière? Comme ça montre. Oh, waouh. Quand j'étais enceinte, ce qui m'a vraiment le plus choquée, c'était vraiment la réaction de l'anesthésiste. Elle a vraiment réagi assez violemment en me demandant mais qu'est-ce que c'était que cette mode, qu'il y en avait marre, pourquoi les gens faisaient ça. J'avais 27 ans, je me considérais quand même comme adulte. Et le fait qu'elle me gronde, je me suis sentie infantilisée, donc c'était pas agréable. Il y a des motifs qui t'intéressent ? Non, pas trop. Je regarde, je prends des idées. J'ai eu le coup de foudre pour Sylvain quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Lui s'est fait tatouer avant moi. Ça a toujours été une passion commune. Mes parents, ils aiment pas ça. Ils aimeront jamais ça. Et voilà.
Et comme ça, c'est pas, ça fait pas partie de leur culture. Donc ils me connaissent, ils savent que je suis pas un criminel ou que j'ai pas fait le tatouage par rapport à ça. Oui, je pense que les parents comprennent pas pourquoi on décide soi-même de se stigmatiser finalement par rapport à la société. Si plus tard Amy souhaitait se faire tatouer, je vais pas l'en empêcher si vraiment elle en a envie. Je lui imposerai un temps de réflexion, quoi. Se faire tatouer est un choix, en général mûrement réfléchi. Mais paradoxalement, certains se trouvent dans l'obligation de cacher ce tatouage. J'ai décidé de ne pas montrer mes tatouages dans ma sphère professionnelle parce que je pense que ça peut être mal perçu. Joëlle est une collègue d'Alexandra. Elle travaille au ministère de l'Éducation nationale depuis près de 30 ans. On a l'image de la personne qui est tatouée comme quelqu'un de marginal. Moi, c'est un peu l'image que j'avais avant de la connaître. L'image de la personne marginale, de la personne un peu contestataire, rebelle. S'il était arrivé comme ça, peut-être spontanément, c'est la première impression que j'aurais eue. Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé adolescente, j'avais pas encore conscience que je serais obligée de me cacher un jour. Je me renie un peu en quelque sorte. Moi, ça crée une frustration parce qu'évidemment, j'aimerais bien être naturelle, être moi-même au niveau du boulot. Dans le doute de savoir si ça peut changer le jugement de certaines personnes, je préfère pas prendre le risque. Si Alexandra préfère ne pas s'exposer, elle espère tout de même faire évoluer les mentalités. L'année dernière, elle s'est lancée dans un grand projet, photographier des familles comme les autres, à quelques détails près. C'est bien que vous soyez comme ça parce que pour la photo, pour cadrer, c'est mieux. Je me disais que peut-être en prenant des photos de ces familles-là et en arrivant à les diffuser, à les montrer au plus grand nombre, ça peut peut-être ancrer d'autres modèles en fait, des gens très tatoués qui sont parents et qui sont qui ont une famille ordinaire et pas des gens en crise. Non, il y a une autre dimension à part ça quoi. Tu me disais que tu avais eu une réaction un peu bizarre d'un collègue. Il m'a vu. Oui. Et là, il a eu une réflexion que j'ai pas comprise, tu vois. Et il m'a dit, mais t'as fait de la prison ? Ouais, ou un truc comme ça, tu vois. Textuellement, je sais plus. Mais il y avait prison, il y avait moi et prison dans la même phrase. Alors j'ai regardé. Je me suis fâchée. Je me suis fâchée. Je crois que j'ai dû le traiter de con ou un truc comme ça. Ah bon La nuit, on dit que tous les chats sont gris. Pourtant, quelques Français développent des identités multiples, au gré de leurs envies et des circonstances. Une forme de dandysme. Bonsoir. Bonsoir. Waouh, la banquette. Bienvenue. Ah, merci. Merci de m'accueillir. Ben oui. Belle personne que vous êtes. Nous essayons d'être accueillants en plus. C'est quoi cette soirée dandy Ben en fait, donc ça parle d'élégance et de dandysme. Parce que c'est le dandysme élargi. Ouais. Il est aussi question en fait de proposer déjà de la musique en direct, in motion, incarnée, à la place des DJ habituels. Ensuite, il y a un dress code qui est... donc une façon de s'habiller. Façon de s'habiller, qui parle d'élégance et de dandysme. Parce qu'en fait, l'élégance, c'est un concept. On peut choisir soit l'invention, soit au contraire un certain raffinement, la noblesse, donc plutôt une forme de conservatisme. Ou même peut-être de se raconter un film. D'être soi-même l'acteur. Aujourd'hui, on est juste tous acteurs de quelque chose. On est des personnages en nous-mêmes, la manière de s'habiller et aussi la manière dont tu vas être vu par les autres. C'est-à-dire te dire, ok, je suis telle personne, je suis... Mais est-ce que vous êtes dandy tout le temps ? Est-ce que le dandysme touche à tous les actes du quotidien ? Voilà. A priori, normalement, c'est plutôt une apparence vestimentaire. Mais effectivement, ça impliquerait aussi de bien parler, ça impliquerait d'avoir du goût dans les arts. Les bonnes manières, bien sûr. Il y a une idée sur la politesse, il y a une idée aussi sur bien manger aussi, je pense. Vous êtes des épicuriens ?
Ça va plus loin que ça, à mon avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'être bien habillé fait que tu vas te comporter autrement vis-à-vis des autres. Parce que le fait de s'habiller différemment n'est pas aussi le fait de vouloir être perçu autrement, de vouloir être traité autrement. C'est ça qui est intéressant. La vestimentaire et l'apparence, c'est ta vitrine de toutes les façons. Ouais. C'est ça. Et ta vitrine est en général en rapport avec ce que tu peux faire dans la vie, en général en rapport avec ce que tu peux exprimer de toi, pas forcément attendre des autres, à ce que tu peux donner. Cédric représente le dandy par excellence, c'est-à-dire que c'est la personne qui est capable de prendre ce qu'il aime, de mixer tout ça en quelque chose en fait. et de ressortir de. En fait, il avale, il digère et il vomit d'une manière belle, c'est-à-dire que c'est un vomi où genre waouh, c'est le vomi. C'est le vomi qui sent bon. C'est l'histoire où genre quand tu le regardes, tu te dis. J'en ai pas rencontré beaucoup moi des vomis qui sentaient bon, mais tu vois, c'est lui. Je veux bien le croire. C'est lui. J'ai quand même l'impression qu'il y a un côté, il y a une petite prétention, quoi. Il y a un côté un peu, on est au-dessus du lot. C'est une question de confiance en soi. Enfin, la manière dont tu vas t'habiller, te dire, ok, j'ai entre guillemets, on peut dire ça, à la télé, j'ai les couilles de me dire, oui, je suis prêt à porter une chemise avec les 7 nains dessus. Oui, mais est-ce que ça fait de toi quelqu'un au-dessus du lot? J'ai juste les couilles de le faire. Est-ce que t'as vu quelqu'un dans le métro porter une chemise avec les 7 nains sur lui? Hein? Que ce soit Oscar Wilde, Brumel, ils sont considérés comme comme incarner le dandysme. Ils se revendiquent au-dessus du lot. Est-ce que vous revendiquez au moins une forme d'impertinence? On est impertinent quoi qu'il arrive, tu vois bien, ça se voit. C'est important le regard qu'on porte sur vous à l'extérieur, les non-dandys, les... On se serait se mentir de dire qu'on ne fait pas attention à ce qu'on dégage vis-à-vis des autres. Peu importe le look qu'on a, peu importe d'où on vient, voilà, peu importe notre apparence, ce serait se mentir. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité du dandy, c'est-à-dire qu'on s'en fout de ton look. Juste, est-ce que tu vas me raconter quelque chose qui va m'intéresser? Si c'est oui, tu seras un dandy pour moi. En fait, la vérité, c'est ça. Par exemple, il y a un philosophe qui est très intéressant qui s'appelle Leroi-Gourhan, qui a écrit Le geste et la parole, qui parle du fait que chacun des objets est ému par deux tensions, une tension sociale et une tension personnelle. À un moment donné, chacun des objets qu'on va choisir est censé revendiquer comment on veut se placer dans la société et ce qu'est la société. Donc en étant habillé comme ça, je parle de ma société et en même temps de ma position dans la société. Je m'en crée une en quelque sorte. Donc c'est le premier message non verbal, c'est l'apparence. C'est ça, la définition pour toi en tant que dandy, de l'apparence, c'est le premier message. Le premier média, ouais. Je vais retourner dans mon anonymat, Cédric. Total. Ah non, c'est pas anonyme. Parce que je ne suis pas une œuvre d'art. Je n'ai pas encore cette perception de mon apparence, de moi-même. Non mais j'ai fait un effort, tu ne crois pas que j'allais arriver mais t'es très bien comme ça. J'aime le punk et le hardcore et mon plat préféré est l'œuf puré mayonnaise. Mon plat préféré sont les pâtes à la carbonara et ma chanteuse préférée est Adèle. Alors, mon plat préféré, c'est la pizza et mon morceau préféré, c'est Charlotte Sometimes de Cure. Tout de suite. Alors dites-moi, si je vais là-bas, qu'est-ce que je risque? Une bonne salade de feta dans les cheveux, si les gens se battent dans les restaurants. Mais de qui parlez-vous? Du blé, pardi. Le blé, c'est le pied. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Retrouvez-nous sur csa.fr. Tous les moyens vont être mis en œuvre pour que le juge puisse travailler. Parce qu'il y en a assez. On a assez de savoir qu'en fait, il y a des difficultés à tous les niveaux. Qu'on nous la donne, cette vérité, ça fait quand même 8 ans qu'on attend. Karachi, une affaire qui plonge ses racines dans les eaux troubles de la politique française. Dans les ventes d'armes, qui plus est, le secret défense se confond avec le business plutôt qu'avec les intérêts fondamentaux de la nation. Manipulation, une histoire française, enquête sur les affaires secrètes de la République, 5e volet, ce soir à 22h,
sur France 5. Et rendez-vous aussi sur Manipulation, l'expérience web, francetv.fr/manipulation au pluriel. Christian, c'est la régie. C'est assez clair. Top, ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac, en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir plus clair. Non content d'être votre MC en économie, je suis également grand-père depuis 2 jours d'un petit Christian Junior que ma fille Beverly Cac a enfanté. Je sais qu'elle me regarde depuis la maternité à l'hôpital américain de Villacoublay, dans sa chambre individuelle, car elle a une bonne mutuelle. Je l'embrasse tendrement et l'invite à regagner rapidement son foyer pour reprendre en main la maison, car son mari est bien perdu sans elle. Fermons la parenthèse et laissons la parole à notre spécialiste en sommaire, l'excellent Jacques-André Croupion. Merci Christian, mon stage commence plutôt bien. Je suis surtout très heureux d'avoir trouvé du boulot. En plus, j'ai négocié un bureau au 8e et j'ai un stagiaire de stagiaire qui s'occupe de mes chemises. Voilà, le sommaire de la semaine. On ouvre le bal avec la balance commerciale, importation, exportation, exportation. Je ne sais pas très bien qui mettre au régime. Ma main, peut-être. Pour le deuxième sujet, vous en avez certains qui sont irréprochables, d'autres qui sont irrésistibles, et enfin ceux qui sont fortune. Je suis très fier de celle-là. Ensuite, la question du jour, la télé doit-elle se connecter? Moi, en tout cas, quand je la regarde, elle est toujours sous tension. Dieu merci. Dernier sujet, l'eau, un produit de luxe. Vous imaginez une bague en eau, ça mouillerait les doigts. Voilà. Sommaire terminé, à vous Christian. Clair, limpide, sans hésitation, voilà un sommaire digne des plus grandes écoles de journalisme. Champion, mon croupion. Comme la France, qui elle est une championne quand il s'agit de l'épargne. Les Français sont peut-être cigales avec l'argent public, mais ils sont fourmis avec leur propre argent. La France est l'un des pays au monde où l'on épargne le plus. Mais pourquoi? C'est l'histoire d'un groupe d'astronautes russes qui, après avoir été trop cigales avec leur argent, se retrouvent bloqués dans l'espace, n'ayant plus de quoi se payer du kérosène pour rentrer à Moscou. C'est le professeur Grishka Bogdanovic qui leur a expliqué comment épargner pour rentrer sur Terre. Un sujet cosmique. La France, championne de l'épargne? Nom d'un pednon! Le moteur a coupé. Popov, tu nous aurais pas refait le coup de la panne comme t'as fait à ta meuf à votre premier encart. Je suis désolé, capitaine Crick. On n'avait plus un rond pour faire le plein quand on est parti de la Lune il y a 5 minutes. On est vraiment des cakes. Si on avait épargné comme les astronautes français, on se serait payé un plein de kérosène. Les Français sont peut-être champions de l'épargne en Europe, mais nous au moins on s'est bien marré à cramer notre pognon en boîte de nuit. Ici la tour de contrôle pour la fusée des prix Nobel. Le professeur Grishka Bogdanovic vous parle. Vous êtes vraiment une belle bande de cakes. La tour de contrôle de la Lune? Vous nous entendez encore? Vous avez oublié de couper votre micro. Bon, pour vous la faire courte sur les bouffeurs de grenouilles... Vous voulez parler des Français? Tout à fait. Question épargne, on peut dire en effet qu'ils rigolent pas. En 2010, les économies des foyers français avoisinaient 17% de leurs revenus. Ça fait 3000 milliards d'euros mis de côté par les Français. Vous imaginez? Avec ça, ils pourraient presque rembourser 2 fois la dette du pays. Dr Smack, calculez-moi ça en rouble juste pour voir combien ça fait. Impossible, capitaine. La calculette marche au kérosène, on est en rade. En tout cas, les Français, ils épargnent plus que leurs voisins. En 2010, les Allemands, eux, ont mis 11% de leurs revenus de côté et les Britanniques à peine 6%. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute de le savoir? C'est pas avec ça qu'on va faire redémarrer notre fusée pour rentrer au pays. Comme je tiens le crachoir, je précise une petite chose qui pourrait vous faire plaisir. Les Français sont plutôt pessimistes concernant l'avenir. C'est pas le genre d'info qui va me donner envie de défiler en jupette dans les couleurs de la fusée. Laissez-moi finir ou je vous balance une publicité de l'espace. Donc, les ménages français ayant le moral dans les chaussettes, ils pensent à leur avenir et veulent sécuriser leur patrimoine. Les enfants, quand je serai morte, ce sera pour vous. Et pour faire travailler leur pognon, les Français mettent près de la moitié de leurs sous dans l'assurance vie. Vous pouvez me supprimer, j'ai une super assurance vie. Ouais, bah moi je voudrais avoir l'assurance que cette conversation va pas durer trop longtemps. Je commence sérieusement à me faire schmire. Vous l'aurez voulu, je vous inflige une pub de l'espace. Ballonnement, spasme, transit difficile, en mission intergalactique loin de chez soi pour prendre soin de sa flore intestinale, rien ne vaut l'ultralevure de l'espace. L'ultralevure de l'espace, c'est ultra bien. Bon, on vous écoute, finissez votre topo sur l'épargne française. Pour finir, on peut dire que les Français sont aussi très inquiets pour leur retraite. Ils savent jamais combien ils vont toucher et ça change tous les 5 minutes. Là, j'ai été bon, Michel. Au fait, désolé, mais on peut pas vous aider avec vos problèmes de kérosène pour rentrer chez vous. C'est interdit par le règlement. Pas grave, on va se débrouiller. Tiens, Smack, attrape-nous la corde à nœud. On va tirer la guimbarde jusqu'à la prochaine station-service.
Ah, voilà un sujet qui vole plutôt très haut. Mais y a-t-il une autre raison à cette épargne si vigoureuse? Monique, épargnante bretonne, voudrait intervenir. Je veux, mon neveu. Alors si les Français épargnent plus que leurs petits camarades, c'est qu'ils peuvent. Pourquoi? Parce qu'en France, les services publics offrent de nombreuses prestations gratuites comme la santé, l'éducation, pour n'en citer que 2. Du coup, les gens peuvent épargner personnellement quand l'État, lui, s'endette pour financer la collectivité. Allez, j'y vais, j'ai un mini-golf. Merci Monique, bonne partie et surtout, épargnez-vous trop de fatigue. Et oui, on ignore parfois qu'on vit dans un pays plein de ressources. On peut en être fier. Fier, on l'est aussi dans cette émission, quand on réussit à comprendre ce qu'elle raconte et son rébut surtout. C'est Viviane lit dont je parle. Viviane qui va nous lire une fois de plus son rébut, parce que Viviane lit le rébut mieux que personne. N'est-ce pas, ma Viviane? Ça, c'est vrai, Christian, je lis mieux que personne. C'est difficile à croire, mais ils sont plusieurs déjà à avoir tenté l'expérience. Et ils se sont bien ramassés.